Bonjour et bienvenue à notre premier webinaire commun avec Mofi, Care Promotion et Amba. Je me présente, je suis Judith Barta, je suis la directrice marketing de Welcomer et je suis ravie de vous accueillir pour cette premier webinaire où on va parler de flex office, télétravail et coworking et leur impact sur l'organisation des espaces de travail. Je souhaite également la bienvenue à tous nos intervenants que vous voyez sur l'écran. Donc, vous voyez Arnaud. Arnaud, tu peux faire un petit signe de main pour tout le monde. Donc, Arnaud Juan, cofondateur de Mofi. Nous avons également Alexis Gaulin, fondateur de Welcomer avec nous. Et puis, toute une équipe représentant Care Promotion en bas avec Emmanuel Roland, Claire Machon et Laura Demontet. Peut-être je vais juste vous parler rapidement avant de rentrer dans le vif du sujet, le timing un petit peu qu'on va faire. Un rapide panorama autour du contexte du marché actuel de flex office et de coworking avec les chiffres clés sur le market pour contextualiser ce qui va venir derrière. Puis Arnaud va prendre la parole pour parler du point de vue de Mofi et donner son retour. On enchaînera derrière par Welcomer et un cas d'usage spécifique après Welcomer par l'équipe de Amba et de Care Promotion. Donc, je laisserai à chaque fois les intervenants se présenter au moment où ça va être leur passage. On va finir par cette session de questions-réponses. Je vous laisse quelques secondes pour le faire. Voilà, un peu plus de flex office. Là, pour l'instant, on a 15 flex office et une dizaine de coworking. Mais on a aussi des bureaux opérants, on va en parler juste après. Mais ça nous donne une ordre d'idée. Donc, vous êtes presque en égalité en flex office coworking avec quelques bureaux opérés et puis quelques espaces qui se définissent autrement. Voilà, donc je propose de passer à la suite pour parler des chiffres et les tendances. Première constatation que tout le monde sait et que tout le monde a pu déjà faire, je pense, c'est que le télétravail est devenu la norme. Il n'y a pas de nouveauté là-dessus. Plusieurs chiffres ici. En premier, c'est pour dire qu'aujourd'hui, plus de la moitié de la population active fait recours au télétravail pour une journée. Mais dans le cas de Flex Office, c'est assez fréquent de voir, surtout dans les grandes entreprises, des cas avec 3 voire 4 jours de télétravail en une semaine. Un des impacts de cette tendance, c'est que large majorité des collaborateurs estiment que ça influe sur la façon comme ils travaillent et donc ils pensent que ça nécessite pour 87% à repenser les aménagements des espaces de travail. Cela, en fait, ce télétravail, ça induit vraiment 2 enjeux majeurs. De repenser les aménagements, du fait que les gens sont habitués au confort de chez eux. Les nouvelles attentes sont émergées en termes de calme, en termes de confort de différents espaces. Et puis, ça a des impacts aussi sur la fluctuation de nombre de personnes qui viennent. Et donc, le taux d'occupation va être fortement impacté par cette nouvelle tendance de télétravail. Si on passe à la slide suivante, on voit qu'en termes d'attente, en termes de besoins en espace de travail, il y a des évolutions aussi. Et tandis que pendant longtemps, l'open space était quelque chose de très plébiscité par des entreprises, là, la demande pour des petites salles, voire des très petites salles, 2 à 4 personnes, revient très fortement. Ça représente, en termes de besoins remontés dans cette étude de JLL, de 41%. Et à cela s'ajoute presque 30% de besoins en petites salles de 5 à 10 personnes, enfin moyenne salle de 5 à 10 personnes. Donc les travailleurs en flex office, ils reviennent principalement pour travailler en collaboration, renforcer le lien social, mais pour autant, le travail hybride s'est imposé, c'est-à-dire que comme beaucoup de salariés sont en télétravail, eh bien, la majorité des meetings, on parle de 60% des meetings, que ce soit en home office ou en entreprise, se font maintenant en visio. Et cela nécessite du coup ces petits espaces qui fait qu'il y a un grand boom avec toutes les cabines isolées, acoustiques, que les salles de réunion, il n'y en a plus assez et qui sont pris d'assaut et c'est assez difficile à gérer au niveau du flex office. De ce fait,
On constate également une demande d'une manière générale sur le marché immobilier tertiaire, demande qui explose au niveau des bureaux privés, contrairement aux open space qui commencent la tendance à l'inverse, vraiment à la baisse. Parallèlement à cela, donc toujours dans les impacts de ce télétravail, les coworking qui se sont imposés depuis quelques années maintenant sur la scène nationale, en France aussi, ça poursuit vraiment sa croissance. Entre 2021 et 2022, il y a eu encore plus de 20% de croissance sur l'ouverture des nouvelles espaces de coworking. Le dernier recensement, ils ont été à plus de 3400 espaces de coworking. Et donc, plus en plus, cette tendance de flex office amène aussi non seulement des freelances, des travailleurs indépendants qui étaient les premiers à investir des coworking, mais de plus en plus, des entreprises vont financer des sièges, des places, des postes en coworking pour leurs salariés, pour éviter de perdre de temps en transport, mais apporter tous les services clés en main premium que ces coworking peuvent proposer. La petite carte que vous voyez à côté, globalement, ça indique que une très grande majorité de ces espaces de coworking sont encore aujourd'hui concentrés sur l'Île-de-France, où la demande est extrêmement forte. C'est relativement récent que les régions sont également investies, qu'ils montent en créneau. Mais dans les deux cas, il y a encore beaucoup de demandes et il y a encore de la place pour des nouveaux venus. Pour autant, la concurrence est de plus en plus forte et on constate une forte premiumisation, surtout en région parisienne. Et puis, pour finir avec un dernier slide d'introduction comme ça sur le marché et les impacts de télétravail. Il y a une nouvelle tendance dont j'imagine que vous êtes au courant, qui est sur les bureaux opérés. Alors, qu'est-ce que c'est que le bureau opéré? En fait, c'est dans l'immobilier tertiaire, le standard depuis des décennies, c'était des bails 369. Donc, on s'engageait sur une durée ferme de 3 ans, 6 ans ou 9 ans. Ce qui rendait assez difficile pour les entreprises d'anticiper des grandes fluctuations des salariés et n'était pas suffisamment adapté au télétravail que ce que le flex office apporte. Et donc, c'est une réponse directe à cela, on va dire en complément des coworking qui aident à gérer cette flexibilité. Donc, les bureaux opérés vont fonctionner non plus sur un engagement long terme, mais on est sur de plus courte durée, sur plutôt compter en mois qu'en années. Et d'autre part, une autre caractéristique, c'est que ces bureaux opérés vont proposer des services clés en main également. Donc, vraiment, un petit peu en s'inspirant de ce qui se fait en coworking, ils vont intégrer tout un tas de services intégrés directement dans le loyer, à l'inverse de ce qui se faisait avant, où chaque entreprise se servait et choisissait ses fournisseurs. Et donc, on voit l'émergence des nouvelles plateformes aussi, je pense en avoir même vu parmi les participants, qui proposent des bureaux opérés aux entreprises ou voire la sous-location d'une partie de leurs espaces sous forme de bureaux opérés. Donc, voilà pour cette première introduction du marché. Et je vais laisser la parole directement à Arnaud Coine, cofondateur de Mofi. Et puis, Arnaud, je te laisse te présenter. Merci Judith. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui sur ce webinaire pour vous parler de digitalisation des lieux. Parce que quand on parle de nouveaux environnements de travail et de nouvelle organisation des lieux, assez rapidement, on va évoquer les sujets de digitalisation. Juste pour vous présenter Mofi, donc moi je suis Arnaud Coine, je suis le cofondateur de Mofi. Et Mofi, en fait, on est une solution digitale qui va permettre de gérer plus facilement les lieux de travail. On s'adresse aujourd'hui à des entreprises de différentes tailles, des espaces de coworking et des incubateurs, pour digitaliser les lieux et faciliter en fait la gestion dynamique des bâtiments. On est aujourd'hui présent dans à peu près 600 bâtiments en France et donc on a à peu près 45 000 utilisateurs qui utilisent Mofi au quotidien pour finalement améliorer l'expérience occupant et réduire les tâches à faible valeur pour l'office manager. Donc
par rapport à ça, je vais vous poser une petite question hein, dans la même thématique que précédemment. C'est finalement combien de temps vous pensez qu'un office manager passe à gérer les entrées et sorties dans un bâtiment, et notamment dans cette nouvelle dynamique de bâtiment qui aujourd'hui est consommée différemment. Alors, je vous invite à répondre au sondage, donc entre le A et la D. Hein. Donc, combien de temps un office manager passe à gérer l'ensemble des flux, on va dire, d'occupants au quotidien. Très bien, parfait. Donc globalement, donc effectivement, toutes les réponses sont bonnes parce que ça dépend systématiquement du type d'espace qu'on va gérer, du public qu'on va avoir. Donc par exemple, un espace de coworking, typiquement, pour gérer le flux des entrées-sorties, va passer entre 1 à 3 heures par jour pour un office manager pour gérer l'ensemble de ces flux-là, ce qui est à peu près similaire à des entreprises de taille intermédiaire. Pour autant, quand on regarde des grandes entreprises, on va avoir des personnes dédiées quotidiennement pour gérer ces flux d'occupants de bâtiments. Alors, il y a des office managers qui vont être vraiment spécifiés sur la partie entrée-sortie des collaborateurs et d'autres qui vont avoir d'autres tâches à côté de ça. Hein. C'est la gestion finalement du bâtiment, des services à l'occupant, la facturation ou d'autres choses. Donc, globalement, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un temps assez important pour la gestion des flux dans le bâtiment pour l'office manager. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous partager comment la digitalisation va offrir une meilleure expérience aux occupants et en même temps, comment on va réduire toute cette partie qui peut être chronophage de gestion, comment le digital va faciliter cette expérience-là. Donc, la première question hein, à laquelle je vais répondre, ou en tout cas, je vais essayer de répondre, c'est pourquoi personnaliser l'expérience des utilisateurs aujourd'hui par rapport à ce qu'on vivait avant cette notion d'hybridation des lieux. C'est qu'aujourd'hui, on doit répondre à certains enjeux qui sont comment maintenir un engagement fort des personnes qui viennent sur site, donc le sentiment d'appartenance, comment fédérer des occupants et des équipes qui sont sur site et maintenir une attractivité des lieux dans une offre qui est de plus en plus large et notamment avec une possibilité de travailler en tout lieu. L'autre sujet auquel il faut répondre dans un environnement de travail, c'est comment maintenir un niveau de collaboration fort, donc grâce à la communication, hein, parce que les collaborateurs ne sont plus toujours présents sur site, donc ou les collaborateurs ou des occupants de coworking, et comment favoriser le travail finalement d'équipe, le lien social dans l'environnement sur site quand les gens viennent sur site. Et le dernier point qui est adressé aujourd'hui, c'est comment gérer une logistique de bureau qui a complètement évolué. Avant, les gens venaient consommer un bâtiment, on savait exactement qui venait, quel jour, parce que les gens venaient tous les jours sur site. Aujourd'hui, on a une consommation qui est complètement différente. Et donc, c'est comment, moi, en tant qu'office manager, je vais pouvoir avoir une bonne projection de l'accueil, de l'occupation, du niveau d'occupation de mon bâtiment dans un environnement où la consommation a complètement évolué. Par rapport à ça, justement, en fait, ce qu'on constate, hein, c'est donc comment personnaliser l'expérience des utilisateurs. C'est que finalement, aujourd'hui, cette réponse-là, si on regarde sur la slide d'après, c'est que la consommation des lieux a complètement évolué par rapport à ce que évoquait Judith. Hein. C'est notamment, je vais plus consommer de salles de réunion, de box de confidentialité que d'être sur mon poste de travail à la journée. Donc toute cette dynamique-là, en fait, est pilotée et adressée par le marché de manière différente. Aujourd'hui, on voit qu'on a une entreprise, des travailleurs peuvent consommer aussi bien du coworking que de venir dans le bâtiment de l'entreprise ou même de faire du télétravail. Et donc, en fait, toute cette notion qu'on appelle l'activité-based working, hein, c'est finalement avoir le meilleur environnement de travail par rapport à mon activité de l'instant. Je vais pouvoir le piloter de manière différente sur ces différents sites. Et donc, c'est comment les lieux s'adaptent à cette nouvelle complexité hein, de se dire, j'ai des occupants qui ne sont pas tous les jours présents. Donc pour ça, l'idée du digital, hein, c'est finalement d'offrir une expérience de travail idéale aux collaborateurs en tout lieu, grâce à des logiques collaboratives. Hein. Donc comment le digital va faciliter finalement la collaboration grâce à la possibilité aux collaborateurs ou à l'occupant du site de venir de déclarer quand est-ce qu'il sera sur site, de préciser quand est-ce qu'il viendra dans le bâtiment, pour faciliter aussi les réunions formelles ou informelles. C'est aussi comment le bâtiment va offrir toujours plus de services. Parce que quand je viens dans un bâtiment, finalement, aujourd'hui, j'attends à plus de services que ce que je pouvais avoir avant. Parce qu'avant, finalement, je venais systématiquement au bureau. Donc, je n'allais pas venir chercher quelque chose de particulier. Je venais pour chercher une chaise et une table. Aujourd'hui, je viens chercher une autre chose. Je viens chercher une expérience, éventuellement, des services complémentaires. Je veux de la facilité pour venir sur site. Donc, toute cette dimension-là, c'est une offre qui doit être complétée et qui peut être aidée par le digital. Et les dernières choses intéressantes à avoir quand on est dans un environnement
de différentes typologies. C'est comment je centralise toutes ces informations-là dans un outil qui va me permettre de générer des statistiques d'occupation, de s'intégrer avec d'autres solutions, hein. Par exemple, j'ai des personnes qui vont réserver une salle de réunion. Est-ce que derrière, ça vient activer le chauffage? Est-ce que ça communique sur un taux d'occupation pour l'ensemble des occupants? Donc, comment finalement toutes ces données qui vont être centralisées vont apporter plus de valeur et une meilleure lecture, aussi bien pour l'occupant du site que pour l'office manager. Donc voilà un peu en fait comment le digital va répondre à l'ensemble de ces enjeux pour avoir des bâtiments qui soient toujours plus adaptés à l'occupation réelle des sites. Alors si je vous partage rapidement un parcours un peu simplifié de comment aujourd'hui les occupants utilisent les bâtiments. Globalement, alors là je vous montre sur une partie un prisme digital, hein, mais globalement ils vont pouvoir se connecter sur une application centralisée qui va leur proposer un certain nombre de choses, aussi bien pouvoir réserver leurs espaces que de remonter un incident, que d'avoir des données de communication sur ce qui se passe sur le site, leur permettre de réserver du parking associé ou une salle de réunion très rapidement. Et puis derrière, ce qu'il faut, c'est faire vivre une expérience digitale à l'ensemble de ces occupants, c'est-à-dire qu'ils soient à distance, ils puissent réserver de manière instantanée un certain nombre de choses quand ils viennent sur site, et quand ils sont sur site, avoir un niveau d'expérience qui ne soit pas uniquement digital, parce que une fois que je suis sur site, moi je viens vivre une expérience avec du lien social, et donc j'ai plus forcément envie d'utiliser les outils digitaux pour vivre dans mon bâtiment. Donc là, la signalétique a de l'intérêt. Donc on vient apporter plus d'informations dans le bâtiment grâce à de la signalétique dans le bâtiment. Sur l'autre point, donc là on était sur la partie occupant. Maintenant sur la partie facility management, ce qui va être vraiment intéressant, c'est toute la partie mesure. Donc comment je mesure et j'automatise un certain nombre de tâches. Alors pour l'espace de coworking, par exemple, c'est comment je vais automatiser toute la facturation lorsque j'ai une personne qui vient sur site, soit à la journée, à la demi-journée pour réserver une salle de réunion, pour faire privatiser un lieu, soit parce qu'il vient tous les jours dans le bâtiment et que du coup il a un abonnement mensuel. Et on va aussi avoir de la gestion de profil, parce que comme on est sur des populations différentes, on va gérer finalement des accès différents. Vous allez avoir dans un espace de coworking des membres permanents qui vont avoir accès tous les jours à l'espace de coworking, et d'autres qui vont venir temporairement. Et donc, comment on vient gérer tous ces profils d'occupants différemment? Pareil dans une entreprise, si j'ai l'équipe qui fait partie du service marketing, va peut-être pas avoir les mêmes accès que celle qui travaille dans la R&D avec des niveaux de confidentialité différents. Et donc on est sur le même niveau, c'est comment je gère ces différentes populations. L'autre point qui va être intéressant pour l'office manager aussi, c'est gérer toutes les statistiques d'occupation. Donc, comment est occupée telle salle par rapport à tel type de place, de service proposé. Et donc, comment je peux tirer grâce à ça une aide à la décision, comment je vais pouvoir améliorer et mieux gérer mes bâtiments demain, parce que j'ai une donnée fiable qui me permet de constater ce qui s'est passé dans les 6, 10, 12 derniers mois. Puis le dernier point, c'est comment je vais gérer finalement les services, parce que comme j'ai envie d'offrir toujours plus de services à l'occupant quand ils viennent sur site, c'est comment j'automatise ces tâches avec une traçabilité la meilleure qui soit, pour que finalement en tant qu'office manager, je sache exactement tout ce qui a été mis à disposition des occupants. Pour terminer sur cette dimension-là, on a aussi une nouvelle donne qui vient en dehors de ces besoins de flexibilité. C'est toute la démarche RSE qui s'inscrit et qui est devenue notamment une obligation suite au décret tertiaire. C'est comment je vais finalement réduire ma consommation d'énergie dans un environnement où je ne sais plus combien de personnes vont être là, présents sur site tel jour, à tel moment. Et donc, comment le digital va faciliter toute cette compréhension-là pour réduire ma consommation. Alors, je vais vous donner un exemple. J'ai la salle de réunion qui n'est pas réservée dans les 15 jours à venir. Elle ne va pas être chauffée. J'ai un site de 2000 m² sur 3 étages. Je peux gérer, je sais que finalement, l'ensemble des étages ne vont pas être occupés à 100%. Donc, le 3e étage va être ouvert que s'il y a un taux d'occupation de maximum de 80% des 2 autres étages, pour finalement adapter la taille du bâtiment ou l'offre en fonction des besoins au quotidien.
Et puis l'autre particularité de ce décret tertiaire, hein, c'est comment mesurer finalement l'occupation par rapport au nombre enfin, comment améliorer et adapter la consommation énergétique du bâtiment par rapport au nombre d'occupants, et donc d'avoir des ratios aussi par rapport à l'occupation réelle des sites. Et donc le digital permet aussi d'améliorer toute cette démarche-là RSE pour avoir un pilotage plus fin de la consommation énergétique de mon bâtiment. Voilà un peu ce que je pouvais vous partager du coup sur cette dimension de digitalisation. Je peux vous donner un accès à la vidéo qui vous permet de voir un peu le parcours global d'utilisation, comment ça se passe quand un utilisateur utilise une solution digitale et comment ça facilite son parcours en venue sur site. Mais je vais tout de suite passer la main à Alexis, en fait, qui du coup va vous aborder plutôt la partie, donc c'est bien, il y a des gens qui viennent, qui entrent, qui sortent. Maintenant, c'est comment je vais gérer cette partie contrôle d'accès dans le bâtiment, parce que j'ai des populations différentes qui viennent sur site. Merci Arnaud. C'est la continuité du Figital, comme tu disais, encore un peu plus de physique. Bonjour, moi je m'appelle Alexis Golin, donc je suis le fondateur de Welcomer. Welcomer qui est une société de contrôle d'accès physique. Donc notre métier c'est justement de contrôler et de permettre l'accès physiquement à des bâtiments, avec la particularité d'avoir une solution qui est fournie dans le cloud, donc avec pas mal de bénéfices, et qui, en l'occurrence, est particulièrement adapté à tous ces sujets de flexibilité, de flex office et de coworking. Et d'ailleurs, un milieu dans lequel on est reconnu comme le leader. Pour démarrer la traditionnelle petite question, quels sont pour vous les avantages du contrôle d'accès électronique par rapport à une clé physique? Donc l'idée, c'est simplement de permettre aux gens de réfléchir simplement aux différents bénéfices, parce qu'en général, quand on pose cette question, les gens ont une idée assez précise de ce qu'est le contrôle d'accès, je dirais, électronique, mais n'ont pas forcément toujours la visibilité de tout ce que ça apporte. Donc on a mis un certain nombre de choses, et puis on va voir ce que vous en pensez. J'espère qu'il y a quand même des gens qui vont mettre vintage. Voilà. Parce qu'il y a aussi des vieux badges. Eh ben, c'est un petit peu tout à la fois. Alors, c'est pas beaucoup vintage. En général, les clés sont plus vintage, ont vraiment un avantage là-dessus. Par contre, sur tout le reste, le contrôle d'accès électronique est largement supérieur. Effectivement, on ne voit pas toujours tous les bénéfices du contrôle d'accès électronique. Mais le principe d'une clé, c'est qu'une fois que vous avez une clé dans la main, on peut considérer qu'on ne sera plus jamais en mesure d'établir qui a eu accès au bâtiment pour lequel vous avez prêté la clé. Une clé, c'est un dispositif physique qu'on peut copier hyper facilement, mais surtout qui n'apporte aucune traçabilité, aucune modalité de gestion. Les clés les plus sophistiquées permettent d'avoir des organigrammes, donc apportent un peu de flexibilité. On peut avoir ce qu'on appelle les passe-partout, une clé qui va ouvrir plusieurs portes, des choses comme ça. Mais systématiquement, si vous prêtez une clé, on peut en faire une copie. Il n'y a aucune clé aujourd'hui qui est incopiable. Et surtout, vous ne saurez jamais quand est-ce qu'elle a été utilisée, par qui est-ce qu'elle a été utilisée, et vous ne pourrez jamais mettre de restrictions, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus jamais avoir la vue sur qui a accédé, à quel moment, est-ce qu'il n'est pas venu dans le week-end, est-ce qu'il n'a pas eu, enfin voilà, des utilisations qui n'étaient pas prévues. Le contrôle d'accès électronique, ça sert à répondre à tous ces besoins-là et d'apporter un petit peu de sérénité. Et dès qu'on passe à une certaine échelle, qu'on a plus que 1 ou 2 ou 3 utilisateurs que l'on connaît, mais qu'on va avoir des gens qui sont potentiellement extérieurs à un bâtiment, eh bien, on a besoin d'avoir tous ces éléments de gestion. Globalement, donc, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est qu'on change la manière, la relation que l'on a avec les bâtiments. Historiquement, on avait des bureaux dédiés, on allait systématiquement sur le même plateau, au même endroit, et donc on avait toute une gestion qui était extrêmement statique, très rigide, mais aussi très déterministe. C'était assez facile à gérer historiquement, parce que ça marchait d'ailleurs avec des clés, mais ça marchait aussi avec les badges en remplacement des clés, c'est-à-dire qu'en fait vous avez une liste de portes auxquelles vous aviez accès, et puis ça fonctionnait bien comme ça. Maintenant, comme on parle d'utiliser des ressources qui sont partagées et non plus des bureaux qui sont dédiés, on ne sait plus où sont les gens. C'est-à-dire que potentiellement, vous allez travailler un jour au premier étage sur un bureau, dans un open space, et puis le lendemain, vous avez un projet en équipe qui va vous amener à aller sur un autre étage dans une grande salle de réunion pendant 3 jours. Cette absence de lieu, cette absence d'horaire et compagnie fait que
ça crée des problématiques nouvelles en contrôle d'accès qui sont de savoir comment est-ce qu'on va gérer ça pour pas que vous n'ayez accès à tout le temps. Pareil sur la notion de sécurité, on est historiquement sur un modèle de château fort, c'est-à-dire que les bâtiments sont construits avec une enceinte périphérique qui les protège, et puis à l'intérieur, c'est assez ouvert. Souvent, vous allez sur un plateau de bureau, vous allez badger pour entrer sur le plateau, mais après, tout est ouvert. Vous accédez à n'importe quelle salle de réunion et vous faites ce que vous voulez. Et quand on parle d'un modèle qui devient un peu plus dynamique, forcément, je dirais, l'idée, c'est de passer à une unité de gestion qui sont un peu plus fines que le bâtiment ou que le plateau de bureau, mais de pouvoir aller beaucoup plus en détail dans la gestion à la salle ou à la place. Et sur ces modèles-là, on avait aussi historiquement des architectures très centralisées avec des systèmes de contrôle d'accès qui sont dans une pièce centrale et puis des câbles qui sont tirés une bonne fois pour toutes à travers tout le bâtiment et qui créent une certaine rigidité puisque c'est pas facile de modifier ces câblages, cette architecture. C'est pas facile de déplacer des cloisons ou de modifier la manière dont on va gérer les accès. L'idée, c'est que tout ça, ça nous amène à nous poser beaucoup de questions, des nouvelles questions, des choses auxquelles on n'avait pas besoin de répondre avant. On veut avoir maintenant des règles d'accès qui vont être dynamiques en fonction du besoin, en fonction de la réservation, en fonction du contexte. On veut aussi beaucoup avoir une gestion multisite. On a des clients, par exemple, qui ont des bâtiments à la Défense, des bâtiments dans le centre de Paris et autres, et qui souhaitent proposer à leurs salariés, pas toujours d'être en télétravail, pas toujours d'être dans un espace de coworking, mais aussi parfois pouvoir aller dans des bureaux de l'entreprise, mais qui sont proches de chez eux, parce que c'est économique, parce que ça permet de parler avec d'autres collègues, ça permet de faire d'autres rencontres. Mais comment est-ce que l'on fait pour que ces salariés puissent accéder de manière assez transparente à des bureaux qui parfois ne sont pas très loin, mais parfois peuvent être à l'autre bout de la France aussi. Historiquement, c'est des choses qui se font assez peu parce que c'est très coûteux et parce que c'est très compliqué à mettre en œuvre. En dehors de l'entreprise, quand on va travailler dans d'autres espaces, que ce soit d'autres filiales ou que ce soit des espaces de coworking ou des lieux externes, c'est pareil. Comment est-ce qu'on va faire en sorte que les salariés aient des garanties quant à la sécurité de leurs affaires, quant à la facilité qui va leur être proposée d'accéder. Si on doit faire un check-in comme à l'hôtel, c'est-à-dire faire la queue, venir se présenter, donner sa pièce d'identité et compagnie, ça veut dire qu'on perd 1 heure de travail à chaque fois qu'on y va. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas un modèle qui est pérenne. On n'a pas envie de le faire tous les jours, ni le salarié, ni l'entreprise. Et donc, comment est-ce qu'on va faire en sorte d'automatiser et d'avoir le moins possible d'overhead, de pertes en ligne sur la gestion et sur les modalités d'accès, mais être beaucoup plus confort, beaucoup plus à l'aise et venir travailler dans des espaces à droite et à gauche comme si on était chez soi. Et puis, au niveau d'une entreprise, c'est la même chose, qu'on parle beaucoup d'optimisation, on parle beaucoup de rationalisation des ressources, mais ça veut dire souvent réaménager les espaces, ça veut dire modifier des cloisonnements, moins d'open space, plus de salles de réunion, ça veut dire de nouvelles cloisons, ça veut dire déplacer des choses. Et ça, les modèles historiques de contrôle d'accès sont assez peu flexibles sur tout ça, et donc ça nécessite souvent des travaux lourds. Comment est-ce qu'on fait pour se rendre beaucoup plus dynamique, pas juste une fois, mais de manière permanente? C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut envisager demain d'avoir des espaces qui peut-être d'une année sur l'autre ne sont pas les mêmes parce qu'on va mettre des cloisons mobiles ou parce qu'on va avoir une stratégie plus flexible en fonction du besoin. Comment est-ce qu'on va gérer aussi la notion de présence sur site et la sûreté qui est associée, c'est-à-dire comment est-ce qu'en cas d'incendie, on va être capable de sauver la totalité des gens qui étaient à l'intérieur du bâtiment et pas juste ceux qui ont eu la présence d'esprit de sortir au moment où ils ont entendu sonner. Et puis aussi, quelle est l'image qu'on va véhiculer, c'est-à-dire que les entreprises de plus en plus sont en compétition, c'est difficile de recruter des gens et donc tous ces modes de gestion, cette façon de se soucier de l'expérience du collaborateur, de se soucier de sa santé et de son temps, sont des éléments qui vont contribuer à une meilleure image et un meilleur positionnement de l'entreprise par rapport à ses concurrents en recrutement. Grosso modo, la réponse, c'est l'agilité. Hein. C'est de la même manière que dans l'organisation du travail, on parle beaucoup de méthode agile et de manière d'être beaucoup plus flexible dans les choix et dans les décisions que l'on prend. Mais au niveau du bâtiment, c'est pareil, c'est comment est-ce qu'on ajoute de l'agilité, comment est-ce qu'on rend les choses beaucoup plus flexibles et beaucoup plus automatiques. C'est notre métier chez Welcomer, donc ce que je vais vous lister, c'est grosso modo, c'est ce qu'on propose aujourd'hui, c'est-à-dire en gros de venir s'interfacer avec des API, avec des logiciels de gestion comme Mofi,
qui vous en a expliqué un peu les bénéfices. La fin de la chaîne, c'est de dire systématiquement, quand je réserve une salle de réunion, je veux que ça me donne les droits automatiquement pour y accéder. Parce que l'entreprise ne veut pas que j'ai accès à tout le temps, mais parce que aussi, si je ne viens pas tous les jours à l'entreprise, c'est pas pour que le jour où j'ai réservé un poste, quand j'arrive, il soit déjà occupé. Plus on est dans un mode comme ça flexible, et plus on doit trouver des méthodes pour s'assurer que les règles que l'on met et que les méthodes de gestion soient bien respectées. Et donc, on va avoir tendance finalement à suréquiper les locaux. C'est-à-dire que là où on avait historiquement un contrôle d'accès sur un plateau et des salles de réunion en accès libre, on va plutôt mettre maintenant du contrôle d'accès sur l'ensemble des salles de réunion. Pourquoi? Parce que on veut s'assurer que la salle soit, que les gens respectent la salle. Hein. On connaît historiquement, on avait beau la mettre dans Outlook, quand on arrivait, il y avait toujours quelqu'un qui traînait. Et bien là, c'est un peu le même principe, sauf que quand on vient spécifiquement ou qu'on a prévu pas mal de choses, c'est toujours la même chose. On n'a pas envie de perdre de temps, on n'a pas envie de commencer par faire un peu la police. Et il y a aussi une histoire de sécurisation des affaires. C'est quand on a un bureau avec un casier personnel et compagnie, tout va bien. Mais quand on vient de manière exceptionnelle ou à des endroits différents, où est-ce qu'on laisse son ordinateur quand on va déjeuner? C'est un vrai sujet de sécurité pour l'entreprise de savoir qu'il n'y a pas des PC qui sont en accès libre un peu partout. Et donc, quand on fait une réunion, quand on a des sujets qui peut-être sont plus confidentiels qu'ils ne l'étaient avant, parce qu'avant, on était dans un étage qui était réservé à de la R&D et qu'aujourd'hui, on est au milieu de plein d'autres équipes, eh bien, comment est-ce qu'on sécurise aussi l'accès à la salle? Comment est-ce qu'on s'assure qu'on soit capable de gérer une sécurité un peu plus fine? Il y a la notion aussi de gestion à distance. On parle beaucoup de télétravail. Et il y a aussi les responsables sûreté qui font du télétravail maintenant. Hein. Avant, ils étaient cloués au bureau. Maintenant, tout le monde est concerné par cette notion de flexibilité. Et donc, il faut qu'on puisse aussi agir à distance et gérer de manière centralisée les différents sites de manière super simplifiée. Il y a les droits d'accès dématérialisés. S'il faut systématiquement avoir un badge physique, on retombe dans le scénario de l'hôtellerie que je vous disais au début. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut qu'on remette un badge, il faut qu'on récupère le badge et compagnie. Et donc tout ça, c'est des éléments qui contribuent à ajouter de l'overhead et du temps perdu pour les salariés. Et puis après, il y a l'aspect purement humain. J'en ai touché 2 mots tout à l'heure. La sûreté, c'est s'assurer que dans un bâtiment, quand on a un certain nombre de personnes qui sont là, que se passe-t-il quand il y a un incendie? Comment est-ce qu'on s'assure qu'on n'oublie personne? Historiquement, c'était assez facile. Il y avait des guide-fils, des serre-fils, donc des gens qui sont là pour organiser l'évacuation en cas d'incendie. Et maintenant, comment fait-on quand ces gens sont en télétravail? Il n'y a plus personne qui est formé. Et surtout, comment est-ce que le guide-fil va être capable de faire l'appel et de s'assurer que tous les gens qui étaient censés être présents sur site sont bien en sécurité, puisque les 3/4 ne seront même pas là? Et puis qu'on aura peut-être des gens qui n'étaient pas historiquement prévus à cet endroit-là, mais qui, ce jour-là, seront là. Comment est-ce qu'on fait pour gérer tous ces modes, ces typologies d'utilisation qui ne sont pas prévisibles à l'avance? Eh bien, le contrôle d'accès est une manière de commencer à répondre à ces sujets-là. Nous, on a un module évacuation, par exemple, dans Welcomer, qui va être capable de donner en temps réel tous les gens qui sont présents sur site, mais surtout qui va le permettre avec un logiciel qui peut être donné directement au guide-fil, serre-fil, pour qu'ils aient en temps réel la liste des gens et puissent pointer tous les gens qui sont évacués et surtout savoir les gens qu'il faut aller secourir. Ça, historiquement, on fait ça avec des listes papier et autres. Donc, pas mal de nouveaux challenges qui ont l'air un petit peu anodins, mais on parle quand même de vie humaine. Globalement, pour terminer, l'idée, c'est que ces nouveaux challenges amènent des nouvelles solutions et ces nouvelles solutions sont des sources d'optimisation. C'est-à-dire que grâce à ces nouvelles méthodes, on va aller beaucoup plus en détail, on va comprendre l'usage, on va mieux rationaliser, on va mieux organiser, on va être capable de déceler les abus et de les empêcher, comme on le disait. Et on va savoir beaucoup plus comprendre et superviser, y compris à distance, l'usage des bâtiments. On vous mettra aussi la vidéo peut-être dans le chat ou dans les notes à la fin. On va essayer de passer la parole tout de suite au cas d'usage de Care Promotion avec en bas pour vous expliquer comment est-ce que ça se passe en vrai. Merci. Bonjour. Bonjour, merci Alexis, merci à Welcomer de nous proposer de participer à ce webinaire. Je m'appelle Emmanuel, je dirige Care Promotion et je suis présent aujourd'hui avec Claire qui manage l'activité d'en bas et Laura qui administre et anime les espaces. Un tout petit mot de Care Promotion, on est promoteur immobilier de logement depuis 2017
On travaille en Île-de-France, sur l'arc alpin et puis plus récemment en Normandie. Et depuis la création, on cherchait des bonnes idées pour se différencier, offrir des services à nos clients. Et très, très vite, dès le début, en fait, on s'est intéressé à ces espaces communs à rez-de-chaussée qu'on pourrait créer avec 3 grands objectifs. Le premier qui était favoriser le lien social au cœur de nos résidences, en se disant que c'était une partie très importante de bien-être et de santé pour nos clients et que c'est quelque chose qui nous importe. Le deuxième élément, c'était anoblir nos rez-de-chaussée. C'est parfois un peu dur d'animer des socles dans des rez-de-chaussée, on n'y trouve pas forcément des logements de qualité. Et puis le troisième élément qui est devenu majeur, c'est proposer un service différenciant aux habitants de nos résidences et parfois même aux voisins de ces résidences-là. On a eu un premier exemple à Colombes, et puis le Covid nous a un peu validé les hypothèses bien malgré nous et nous a poussé à accélérer, à créer une marque propre et une société destinée à la fois à détenir nos actifs et puis à les exploiter. Mais je laisse la parole à Claire qui va rentrer un peu dans le détail de ce que c'est que En Bas Parker Promotion. Oui, alors du coup, En Bas, c'est le coworking en bas de chez soi. En fait, nous, voilà, notre proposition, c'était de développer ces espaces, comme le disait Emmanuel, au pied de l'immeuble des personnes, donc à proximité directe de leur logement, pour avoir des conditions notamment de télétravail, mais aussi d'échange avec ses voisins. Et donc pour ce faire, on a mis en place différents équipements et aménagements. Voilà, on s'est accompagné de spécialistes en la matière pour proposer des espaces avec des conditions de travail optimales. Donc on met en place des postes en open space, on met en place des alcôves et des petites cabines également de visioconférence qui nous permettent de proposer des espaces où on peut voilà, avoir un coin pour téléphoner de façon confidentielle, etc. Et on met aussi en place, bien évidemment, des endroits un peu plus conviviaux où on peut justement favoriser l'échange et permettre aux personnes de se rencontrer. Donc, le plus voilà, qu'on a et qui permet la flexibilité de nos espaces, c'est vraiment les solutions que nous propose Mofi et Welcomer, ça nous permet d'avoir une étendue d'ouverture de nos espaces assez large, puisqu'on peut être ouvert même le week-end. Tout est géré à distance grâce aux outils qu'on a mis en place. Et on a également une flexibilité au niveau des horaires où on peut ouvrir tôt et fermer un peu tard. Et donc, pour vous parler un peu des espaces qui sont ouverts aujourd'hui, donc on a ouvert, comme l'expliquait Emmanuel, notre premier espace en 2020 à Colombes. Aujourd'hui, en Île-de-France, nous avons 4 espaces qui sont ouverts et un en arc alpin à Annecy. Et on a plusieurs autres ouvertures qui sont prévues, bien évidemment, dans les années à venir, dans les mois à venir, en Île-de-France, dans la région de l'arc alpin et également sur la région de Normandie. Voilà. Et donc, je vais laisser la parole à Laura qui va vous expliquer un peu dans la vraie vie comment ça se passe avec les outils de Mofi et de Welcomer, quoi. Du coup, concernant les espaces qui sont déjà ouverts, on a un processus de gestion qui va commencer par la signature du règlement intérieur. Donc, celle-ci se fait soit lors de la livraison du logement ou alors à l'occasion d'une rencontre sur site, parce qu'on organise de façon trimestrielle des événements dans nos espaces, que ce soit des conférences ou des animations avec des intervenants autres. Ensuite, on va exporter le fichier client. Donc là, on retrouve les signatures des utilisateurs dans les règlements qu'ils ont signés précédemment. Et donc, une fois que j'ai exporté ce fichier client, les futurs utilisateurs vont recevoir un email de première connexion, donc avec un lien d'activation pour la création du compte. Donc, il va être important de bien suivre ce lien et de bien se connecter grâce à ce lien pour avoir accès au coworking. Et une fois que ceci est fait, ils sont pleinement autonomes dans le choix du jour, de l'heure et du poste de travail qu'ils souhaitent réserver. Concernant les logiciels métiers, on peut clairement affirmer qu'ils facilitent la gestion du flex office et donc de la gestion du coworking, puisque comme je l'ai dit précédemment, ils sont pleinement autonomes donc dans le choix de leur créneau horaire, du jour et du poste qu'ils souhaitent réserver. Ils n'ont pas besoin de validation ou d'autorisation pour réserver. Donc comme l'a dit Claire, vu que nos espaces sont ouverts le week-end et jusqu'à tard le soir, on n'a pas besoin, nous, de notre côté, de valider la réservation. Donc, il y a une gestion à distance et une flexibilité assez importante. Et dernièrement, on a un accès
facile aux statistiques de réservation. Donc, on peut connaître les habitudes et les horaires que les utilisateurs préfèrent utiliser et s'adapter en fonction de cela. Donc là, on va lancer la petite vidéo pour vous montrer un peu le processus de réservation sur l'application Mofi. Donc, ils peuvent soit réserver sur l'application ou soit directement sur le site internet. Donc, c'est super simple. Il suffit juste de cliquer sur réserver, donc d'avoir accès à son espace. Donc là, on a une liste avec les services que l'on propose, donc dans l'espace de coworking. Ensuite, ils choisissent du coup le créneau horaire. Ensuite, on clique sur suivant. On peut choisir le poste, donc soit en cliquant directement ou soit grâce au plan qu'on a mis en place. Ensuite, on clique sur réserver. Et voilà, là, on a un petit récapitulatif donc, de notre réservation. On vérifie que tout soit bon et voilà, c'est réservé. Donc ça, c'était pour la partie Mofi. Et à la suite de cela, donc maintenant, c'est Welcomer qui va finir la réservation. Donc, soit on télécharge l'application ou soit on entre grâce à un code qu'on a reçu 1 heure avant notre réservation. Donc, ce code, il est transféré via mail ou alors on peut rentrer comme affiché sur l'écran grâce à l'application. Donc, on a juste à swiper un bouton qui nous permet d'activer les droits et donc la porte s'ouvre automatiquement. Merci beaucoup pour chacun de nos intervenants pour la présentation. Alors, on a reçu quelques questions en cours et je me demande si tout le monde a eu sa réponse. Est-ce que tout ce que Mofi et Welcomer proposent peut être adapté pour des entreprises belges? Et donc là, oui, sans problème. Et puis, il y avait une question, qu'est-ce qui se passe quand il y a des coworking au sein d'un co-living? De même façon comme pour les bureaux opérés, les services évoqués, ils s'appliquent très bien, aussi bien dans ce cas de figure. Quand il y a un coworking, en fait, ce ne crée qu'un autre espace à régler et sécuriser au sein d'un plus grand ensemble. Et après, le co-living lui-même peut avoir des besoins en termes de gestion et pilotage des accès ou pourquoi pas des casiers ou d'autres éléments. En fait, il y a 3 points. Il y a l'accessibilité au lieu qui est importante. C'est comment je peux venir facilement, rapidement sur site et éventuellement bien me garer ou avoir les bons moyens de transport pour pouvoir venir sur site. Ça, c'est un premier service qui est important. Limiter un maximum le temps d'attente de la personne qui vient sur site pour pouvoir accéder et travailler rapidement. Et puis, les troisièmes services qu'il peut y avoir, c'est tout ce qui peut faciliter le quotidien. Alors, on peut avoir de la conciergerie, ça peut être des plateaux repas qui peuvent être servis directement en salle, et tout ça de manière instantanée. C'est-à-dire que j'ai mon outil qui va me permettre de commander sans avoir besoin de passer par des temps d'attente, par du standard ou autre. Donc, c'est un peu moi ce que j'identifie comme points qui sont souvent mis en avant. Et juste sur la partie coworking et co-living, quelque part, en bas propose un peu cette solution de co-living, coworking, parce qu'ils opèrent des logements et en même temps un espace de coworking en bas qui est certainement adapté pour les gens qui logent sur place, mais également pour toute autre population extérieure. Et donc Stéphane qui nous pose la question sur comment gérer les accès parking avec Mofi et Welcomer avec une barrière levante, sans problème. Piloter une barrière levante ou n'importe quel type de fermeture pour un parking, il n'y a pas de limitation réellement avec Welcomer et il n'y a pas non plus de limitation si on a déjà une solution intratone en interphonie ou même un autre système de contrôle d'accès puisqu'on peut venir gérer en parallèle et ajouter ça comme une fonctionnalité supplémentaire. Welcomer derrière va être capable d'identifier la personne qui se présente soit de manière complètement transparente avec de la lecture de plaque d'immatriculation. Si on a l'information de sa plaque d'immatriculation, on va pouvoir le reconnaître et lui ouvrir la barrière automatiquement, ou bien avec des moyens plus classiques, donc de code, QR code, ou même de badge type télépéage qu'on peut mettre sur le pare-brise et qui permettent aussi d'ouvrir la barrière sans faire quoi que ce soit au niveau de la voiture. Dans tous les cas, ça se monte en parallèle d'un existant et on a des solutions pour fonctionner en 4G au même titre qu'Intraton pour pouvoir avoir un déploiement extrêmement facile, quel que soit le contexte. Je vous remercie vraiment pour votre participation. On a eu presque tout le monde qui est resté jusqu'au bout. Et donc, grand merci pour tous les participants et puis tous les intervenants et puis aussi les modérateurs des petites mains qui étaient derrière l'écran pour répondre à vos questions. Merci beaucoup et puis j'espère à bientôt. Merci à tous. Excellente journée. À bientôt. Au revoir.